Mesdames et messieurs, bonjour. Peut-on pousser un ouf de soulagement sur l'épineuse question de la cherté de la vie au Bénin? La réponse peut être relative. Depuis le mercredi dernier, en effet, suite au Conseil des ministres, le gouvernement a pris des mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix. C'est à travers la réduction des prix de certains produits de première nécessité. Environ 80 milliards de francs CFA débloqués pour répondre aux cris des populations selon le gouvernement. Quelle lecture faite de ces mesures? Ces mesures vont-elles satisfaire à 100% ce que souhaitent les Béninois en matière du social? Et comment contrôler ces prix fixés désormais par le gouvernement? Autant de questions dont mes invités du jour vont tenter de répondre. Et parlant des invités, je reçois pour vous deux qui ont longtemps tiré la sonnette d'alarme en matière de la cherté de la vie. Il s'agit bien évidemment de M. Richard Dora. Il est syndicaliste. M. Dora, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du secondaire de la formation technique et professionnelle section littorale. Également à notre côté, Robin Akombessi, qu'on ne présente plus. Vous êtes président de l'association La Voix des consommateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Alors, vous avez suivi, tout comme nous, le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi passé, le gouvernement qui a décidé de réduire, de fixer désormais les prix de certains produits de première nécessité. Alors, comment vous avez accueilli cette information en qualité de président de l'association de la Voix des consommateurs? D'abord, merci pour avoir pensé à initier cette émission. Et je profite de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs, merci, nos concitoyens consommateurs. Et je profite de la même occasion pour saluer le chef de l'État pour avoir accédé à une partie de nos requêtes. Une partie, vous avez dit? Oui. Et vous savez, j'ai coutume de dire, lorsque quelqu'un mange à sa faim et boit à sa soif, il ressent de la joie. Mais lorsque vous êtes heureux, lorsque vous ressentez une forte joie, quand vous voyez quelqu'un d'autre heureux, eh bien vous-même vous avez atteint un niveau supérieur de bonheur. Je crois que le gouvernement a bien fait de commencer déjà par prendre ses premières mesures. Il ne va certainement pas s'arrêter à ces mesures-là. C'est vrai que le chiffre 80 milliards, ça fait un peu bling-bling dans la tête de tout le monde. Mais les problèmes qu'ont les consommateurs béninois aujourd'hui, ce n'est pas quantifiable. Ce n'est pas une histoire de 80 milliards. Non. Et donc, il faudra bien que nous comprenions qu'on est intelligent qu'à plusieurs et qu'en nous asseyant, en conjuguant les efforts, nous allons pouvoir soulager de manière qualitative la vie des Béninois. C'est de ça qu'il est question. Et donc, de la même manière, lorsque vous avez faim, que vous mangez, et bien vous dites, ouf, j'ai satisfait ma faim. Je suis rassasié. Je suis rassasié. Mais vous voyez, les mesures ne font que d'être prises. Nous n'avons pas encore mangé. Attendez que nous ayons mangé pour pousser le ouf de soulagement. D'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur Richard Dora, sur la question, comment vous l'aviez accueilli? Nous avons tout suivi le 23 mercredi passé, les mesures annoncées. Pour moi, c'est un début. On dit en fond, même si c'est ton ennemi, très bien habillé, même si c'est ton ennemi, on le connaît de lui. Pour un début, c'était qu'au moins, le gouvernement n'ait pas fait la sourde oreille sur le cri de cœur de ses citoyens. Nous avons eu notre meeting l'autre fois, à la Bourse du Travail par rapport à ça. Je te mets ici d'ailleurs, on a débattu que des mesures aient commencé par se faire annoncer. C'était bon comme début.
Ça, il faut le reconnaître. Seulement, je reste circonspect parce que une chose est de prendre les mesures, mais l'autre est de suivre de près De les appliquer. Que ce soit appliqué. Parce que si ceux qui prennent les mesures restent dans son bureau là-bas, dans la climatisation à fond, et ne descendent pas sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que ce qui est dit réellement s'applique? Ça aurait été juste du 20 mots. Donc, une chose est de prendre les mesures, mais l'autre est de suivre de près, afin que ce soit vraiment respecté. D'accord. Une chose vraiment est de prendre des mesures, l'autre chose est de suivre afin de respecter ces mesures-là. Nous allons y en arriver. Monsieur Akombessi, vous avez longtemps, je l'ai dit dans mon introduction, tiré la sonnette d'alarme en matière de cherté de la vie, cherté de certains produits notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être satisfait d'un début par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire actuellement? Est-ce que par rapport à votre lutte, vous pouvez brandir fièrement que votre lutte est en train d'être payée progressivement? Je ne dirais pas que notre lutte est en train de payer, mais je pourrais dire que la lutte des consommateurs, c'est-à-dire que le cri de détresse de tous les consommateurs, parce que ce n'est pas seulement l'action de la voix des consommateurs, l'action conjuguée des consommateurs eux-mêmes qui s'expriment tous les jours sur les réseaux sociaux. Certainement, le gouvernement ne manque pas d'être informé par rapport à ces cris de détresse, à ces complaintes permanentes. Il y a l'action des syndicalistes, il y a l'action d'un certain nombre de lobbies qu'on ne voit pas forcément, il y a l'action forte de la presse qui communique tous les jours par rapport à ces préoccupations, et donc tous les efforts là conjugués avec celle de la voix des consommateurs, y compris la volonté politique. Parce que, qu'on se souvienne, le chef de l'État nous avait dit à un moment donné que la marmite est sur le feu et que lorsque vous entendez qu'il y a le pot-au-feu, eh bien, tout le monde salive. Tout à fait. En attendant que le repas ne soit cuit. Le repas ne soit cuit. Bon, on ne peut pas dire que les Béninois n'ont pas été patients. Ça fait bientôt 6 ans. Et à partir de ce moment, c'est normal qu'il y ait ce genre de décision qui soulage un peu, encore que c'est suite à une crise. C'est suite à une crise. Donc, et là, c'est un triple fardeau parlant de crise. Il y avait les difficultés que nous vivions qui ont fait sortir cette promesse de pot-au-feu. Du hautement social notamment. Du hautement social qui est apparu. Il y a la crise de la pandémie de Covid-19 qui a duré plus que 2 ans. Et il y a enfin la crise ou le conflit russo-ukrainien, pour ne pas dire conflit russo-occidental, qui... Et là aussi, c'est un autre débat. Oui, là, c'est un autre débat. Et donc, je crois que c'est tous ces facteurs-là qui ont concouru à ce qu'aujourd'hui le gouvernement prenne cette décision. Maintenant, lorsque vous prenez la décision en elle-même, nous avons pu catégoriser en 3 parties. Lesquelles? La première partie a concerné les denrées agroalimentaires. Il y a eu majoritairement des denrées importées et quelques denrées locales comme des huiles alimentaires. Il y a dans une deuxième catégorie les produits comme l'électricité, le ciment. Et puis il y a eu la mesure fiscale d'abattement de 50% sur le fret lorsque les fournisseurs ou les importateurs se retrouvent au cordon douanier. Et donc, lorsque vous prenez la première catégorie pour les denrées agroalimentaires, c'est vrai, ça touche les denrées qui font souvent problème. Qui font souvent problème parce que aujourd'hui, lorsque vous n'avez plus rien, même si vous avez un petit pain, vous pouvez manger et boire de l'eau dessus. Et continuer. Lorsque vous allez dans les cafétérias, c'est la denrée la plus servie dans les cafétérias. Tout à fait. Dans les écoles, aujourd'hui, le matin, le sandwich, lorsque vous allez à la pâtisserie, c'est une denrée qui est devenue très majoritairement consommée. Lorsque vous prenez le niveau de corps, nos galettes locales, c'est encore là.
Alors, nous estimons qu'en touchant, par exemple, à la farine de blé, qui aujourd'hui peut nous revenir au boulanger à 20 000 francs ou 19 915 francs, et qui fait maintenir le prix du pain à 125 francs pour les 160 grammes, 150 francs pour le 200 grammes, je crois que déjà, c'est une démarche assez intéressante qui peut être saluée. Lorsque vous prenez les autres produits comme le riz, ça a été le maintien de la taxe forfaitaire libératoire sur, à la douane. Et donc, quelque part, nous avons trouvé cette mesure un peu mitigée. Mitigée parce que ce produit qu'est le riz n'est pas consommé majoritairement par les Béninois. Quand il dit en termes de... Quand on prend si on devrait comparer, par exemple, de ce qui est importé, comparé à ce qui est réexporté, les Béninois n'en jouissent pas pour autant de cette mesure-là. Et donc, nous estimons que c'est les réexportateurs qui profitent massivement de cette mesure. Bon, mais à partir de là, ça nous profite. Bon, on peut s'en contenter le temps de réfléchir et de proposer. Et de trouver d'autres solutions par rapport à ça. Maintenant, l'électricité, nous l'avions toujours dit, lorsque l'État a voulu augmenter ou la SBA a voulu augmenter le coût de kilowattheure. À compter du mois d'avril. Non, déjà l'année dernière, en 2021, nous nous étions battus à partir de fin 2020, quand on nous avait fait la proposition, et nous avions dit c'est dangereux. C'est dangereux parce que l'électricité, le carburant, c'est des denrées, lorsque vous les touchez dans une économie, ça impacte énormément. Oui, vous déstabilisez l'économie. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que le transport, systématiquement, tout ce qui est transporté comme marchandise connaît une hausse de coût. Les individus transportés facturent le coût sur les produits. Le coût de revient des produits. Lorsque vous touchez à l'électricité, c'est l'une des denrées de base de production de services et de biens. Tout à fait. Et donc, systématiquement, le producteur, il n'est pas un bon diésard, il n'est pas un philanthrope, il impacte ça automatiquement. Bon, malheureusement, ça a été appliqué avec quelques mesures de bémol. Le gouvernement a trouvé une formule pour alléger un peu, relativement. Et donc, cette année encore, ça devrait connaître une nouvelle hausse, ce qui a été fait, ce qui a été appliqué. Et c'est cette mesure que le gouvernement est en train de suspendre pour cette année. Donc, je dis là aussi, c'est important, surtout que ça dure jusqu'à la fin de l'année. L'abattement des 50% sur les frais pour l'importation, ça aussi c'est important. On peut exploiter ça pour faire la requête auprès des fournisseurs, de soulager un peu les coûts des produits. Parce que vous savez, les fournisseurs, parfois c'est sans sentiment. Je vais vous donner un exemple précis. Allez-y. Lorsque, pendant la période du Covid-19, ils ont dit, je parle des transporteurs par exemple, ceux qui ont les moyens de transport en commun, ils ont dit, bon, puisqu'on doit respecter la distanciation, eh bien, nous augmentons. On augmente. Ils sont passés même du simple au double. Mais, on est rentré dans les bus. La distanciation a été observée à quel moment? Pas du tout. On a constaté que c'est pratiquement les mêmes choses. Pourtant, le prix a été respecté. Maintenant, la distanciation a été suspendue. Est-ce qu'ils ont baissé les coûts? Pas du tout. Non. Donc, c'est pour dire, si on ne veille pas au grain, on risque de se retrouver dans une situation où les gens vont augmenter encore les coûts. Maintenant, la mesure en elle-même, lorsqu'on la prend, on la regarde, il faut fortement, comme l'a dit le SG, il faut forcément un suivi méticuleux. Un suivi méticuleux parce que ce n'est pas que c'est théorique, mais nous sommes aujourd'hui dans un mécanisme ou une économie ultra-libéraliste. Il ne faut pas se voiler la face. Où chacun est libre de fixer son prix. Et nous sommes à une période où les opérateurs économiques sont hyper puissants. Ils sont hyper puissants.
Ils font, regardez, on a parlé de la facture normalisée. Oui, c'est une bonne chose parce que ça permet à tout le monde de contribuer à travers la TVA. Mais ils y vont à volo. Le même individu qui vous a vendu la boîte de sardines aujourd'hui à 400 francs, demain vous revenez, il vous dit que c'est passé à 450. Après demain, c'est passé à 550. Mais il vous justifie toujours de la même façon que c'est à cause de la facture normalisée. Vous voyez? Donc, il crée des charges lui-même, il crée la spéculation et il prétexte que c'est à cause de la TVA. Est-ce que le ministère du Commerce suit? Donc, le suivi de la mise en application de cette mesure, si ce n'est pas bien fait, la mesure aura beau fait d'être prise, mais malheureusement, les populations ne vont pas en jouir. Monsieur Dora, vous l'avez dit tout à l'heure, et le président Akambessi vient d'en rajouter. Vous avez dit une chose est de donner ces mesures, est de prendre ces mesures, l'autre chose est vraiment de les appliquer. Selon vous, en tant que syndicaliste, que voulez-vous concrètement que le gouvernement fasse aujourd'hui pour que ces mesures-là soient respectées? Qu'est-ce que vous proposez concrètement en tant que syndicaliste travailleur? Le premier volet est que le ministre du Commerce fasse son travail. En faisant quoi, par exemple? Les services de contrôle descendent de façon inopinée, pourquoi pas, dans nos départements, dans les arrondissements même au besoin, pour toucher le bout de doigt l'application réelle de ce qui a été décidé. Si par exemple, vous dites, bon écoutez, vendez-nous le riz je suppose à 10 francs, mais vous n'êtes pas venu pour voir si c'est réellement à ce prix qu'on vend ça. Personne n'est là, il n'y a pas. Il y en a, on dit la peur du policier, elle est de sa sagesse. Si par exemple, il n'a pas peur d'un contrôle brusque qui peut venir pour, au besoin, à raisonner, comme il est dans l'heure, les mêmes dégâts vont continuer. Le gouvernement dira qu'il n'a pas, par exemple, assez de ressources pour descendre sur le terrain dans tous les marchés de Cotonou, de Calavi et autres environ pour ces surveillances-là. Justement. Mais il est du rôle du gouvernement aussi. Et il y a même les services de contrôle. Si leur rôle n'est pas que des services de contrôle au bureau, dites-le moi, logiquement, leur rôle en tant que contrôleur, c'est de descendre pour aller voir. Pas forcément tous les jours, non. Je n'ai pas dit par exemple de descendre aujourd'hui de 8h à 22h et de rentrer à 4h du matin. Non. Mais de façon inopinée, une fois en passant. Et là, on sait qu'il y a ce suivi-là. Et du coup, celui qui vient appliquer le prix va devoir alors respecter. Sinon, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le Béninois a senti que aujourd'hui, il y a cette liberté de faire comme on veut. C'est eux qui vendent. Nous, on a besoin. On a besoin d'acheter les produits, du riz, du macaroni et consorts. Je vous dis, j'ai suivi un débat au collège l'année passée où, c'est pas de la blague, le collège disait que si le prix des spaghettis monte, les célibataires vont crier, puisque à la cafétéria, quand ils y vont, c'est ça. Qu'ils demandent plus, alors, tout à fait. Il dit, mais si on monte le prix des spaghettis à la cafette, les célibataires vont crier. Parce qu'ils vont vivre de quoi? Si par exemple on doit monter. Alors, c'est un peu ça. Il faut vraiment le suivi. Et que si par exemple déjà les uns commencent pas à appliquer, ça poussera les autres à appliquer aussi. Parce que par exemple, si dans un marché, je vends au prix recommandé, toi tu vends à un prix élevé. Et que les clients se rendent compte que moi je suis en deçà de ton prix, il n'y a rien à voir. Ils vont venir vers moi. Et du coup, ça va t'obliger toi aussi à mener au prix normal. Paraît-il que parfois, ces marchands, ces vendeurs s'entendent entre eux pour que le prix soit le même, pour que le prix ne soit pas forcément celui fixé par le gouvernement. J'ai fait une petite enquête hier, par exemple, où certaines dames disaient, mais ce que nous avons déjà stocké, nous devons les vendre d'abord avant de revenir sur la décision du gouvernement. Monsieur Akambessi, c'est vrai aujourd'hui, Dora est en train de proposer tout à l'heure de suivi par rapport au gouvernement, à propos du gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure méthode aujourd'hui pour permettre à tout le monde, à toute population béninoise de jouir de ces prix fixés par le gouvernement? Je vais rappeler un principe tout simple que nous connaissons
tous, mais qu'on n'apprécie pas toujours à sa vraie valeur. La solidarité. La solidarité. Lorsqu'on se retrouve en difficulté, il n'y a pas une autre formule que de s'asseoir et de se demander qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour trouver une solution qui arrange tout le monde. Et en physique, il y a un exemple très pratique pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Au début, on est parti de la fission du noyau. Et après, on s'est rendu compte que la fusion permettait d'avoir encore une énergie nucléaire beaucoup plus puissante. Vous voyez, la fission, c'est qu'on brise, on divise. La fusion, c'est qu'on met ensemble. Et ça donne beaucoup plus d'énergie. Ça donne beaucoup plus d'énergie. Ça veut dire quoi? Le gouvernement a pris des mesures, c'est intéressant, mais le gouvernement doit trouver un moyen pour regrouper tout le pays, toutes les couches autour de la question pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces mesures-là que nous prenons profitent à la majorité, à la grande partie. Parce qu'il y aura toujours des laissés pour compte. La vie, malheureusement, c'est ça. Mais que la grosse partie, la majorité, puisse en profiter. Et déjà, nous sommes tous conscients, ça je leur ai dit à plusieurs séances de travail que nous avons eues dans le cadre de la cherté de la vie, le gouvernement n'a pas les moyens pour envoyer des gens sur des terrains contrôlés. Non, il ne faut pas se leurrer. Et par conséquent, il faut trouver carrément une autre solution. Vous parlez tout à l'heure de la solidarité. Comment? La solidarité. Aujourd'hui, nous avons les syndicats qui couvrent toute l'étendue du territoire. Nous avons nos associations de consommateurs qui ont des membres partout dans le pays. Nous avons des leaders d'opinion. Nous avons la presse partout. La société civile. La société civile globalement, qui se retrouve partout. Les enseignants. Si l'État dit aujourd'hui, bon, créer une plateforme grâce à laquelle on se partage les idées, et puis l'information par rapport au fonctionnement du marché revient au gouvernement régulièrement. À chaque instant. À chaque instant. Comme ça, quand le gouvernement a l'information, en ces moments, il peut envoyer la police, il peut envoyer les représentants du ministère du Commerce. On peut même mettre, pourquoi pas, à contribution les mairies. Les mairies, exactement. Vous voyez? Et donc, comme ça, on aurait un résultat spectaculaire. Ça fait un. Mais avant ça, je ne dirais pas avant ça, toujours dans ça, il faut sensibiliser les commerçants. Il faut leur expliquer que nous nous retrouvons dans une situation particulière. Vous savez, c'est des humains comme tout le monde. Et lorsque le principe leur aura été bien expliqué, vous savez, les gens n'ont pas idée toujours des conséquences de ce qui arrive. On dit la vie est chère, on dit bon, on ne trouve pas à manger, mais les corollaires, non. Les gens ne mesurent pas à sa juste valeur. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque les gens se retrouvent à consommer que des pâtes alimentaires, on dit macaroni, spaghetti, célibataire. À chaque fois. À chaque fois. Vous croyez qu'il rend service à son organisme? Pas du tout. Aucun. Il ne mange pas bien. Mais le cerveau est la partie de l'organisme qui consomme le plus de ressources énergétiques. Et comment vous voulez que celui-là, en tant qu'agent économique, soit rentable pour l'État? Non. Vous prenez les enfants. Lorsque vous les nourrissez mal, lorsque la situation fait que les parents n'ont pas les ressources pour garantir la nutrition adéquate, pour varier notamment les mets, mais rassurez-vous, ils auront un retard de croissance physique et intellectuelle. À qui on fait du mal? À notre pays. Parce que c'est ceux-là que vous allez mettre demain pour diriger le pays. Que vous voyez ou non, c'est eux. C'est ce que les politiciens bien appellent la relève. Mais une relève, ça se forme, ça se travaille. Si vous ne leur donnez pas les outils pour être une bonne relève, vous verrez que vous aurez une relève de piètre qualité. Maintenant, les individus eux-mêmes, lorsque les gens ne mangent pas bien, ça facilite le développement de plusieurs pathologies.
la sous-nutrition est dangereuse. Et donc, finalement, les conséquences sont plus graves. Et sur le plan économique, ça va se ressentir systématiquement. Donc, si on explique correctement et convenablement aux opérateurs économiques pour leur dire c'est conjoncturel, nous allons passer la période, peut-être que l'État peut trouver à travers la formule de relance de l'économie, leur faire des facilités dans le futur. Je crois que si on s'entend sur ça, probablement les opérateurs économiques vont lâcher du lest. Parce que à quoi ça leur aurait servi qu'aujourd'hui, le marché soit complètement débridé, que le consommateur ait un pouvoir d'achat complètement ramolli, qu'il soit avachi dans sa situation et que l'opérateur économique s'attende qu'on vienne visiter leur magasin pour acheter quoi? Non, vous savez, en tant qu'organisation de consommateurs, nous, on a des outils. Apprendre aux gens à réduire totalement la consommation. On fait carême, non? Mais pourquoi ne pas faire carême d'achat de produits, de biens et services? Personne ne nous oblige à consommer certains biens et services. Ces vendeurs diront que tôt ou tard, ils viendront acheter. Vous savez, il faut qu'eux aussi continuent de fonctionner pour que tôt ou tard on vienne. C'est-à-dire, c'est des questions de logique. Et qui avait dit, si quelqu'un avait dit aux gens, quelques années en arrière, que nous serons dans une situation aujourd'hui, quand ils viendraient dans leur boutique ou dans leur magasin, qu'ils mettraient la main au menton, ils allaient dire non, c'est faux. Donc, personne ne sait ce qui se passera demain. Mais ce qui se passera demain est fonction du paramétrage, de la configuration que vous faites de la vie aujourd'hui. Chacun devrait se dire, lorsqu'on se retrouve en difficulté, on est un. On est solidaire. On doit tout faire pour être solidaire dans les actions et garantir que nous puissions survivre et continuer. Alors, Monsieur Dora, tout à l'heure, dans votre prise de parole, vous avez porté des gants, vous avez dit, c'est vrai, c'est des mesures, mais il faut également d'autres choses à faire. Vous n'êtes pas satisfait à 100%, surtout vous, les travailleurs, vous revendiquez des choses. Alors, en dehors de ces mesures-là, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous demandez, vous allez demander au gouvernement afin que vous soyez vraiment satisfait? Merci beaucoup. Annoncer la baisse des prix, le suivi pour que nous ayons les produits à prix abordable, c'est bon. Mais l'autre chose, c'est que, comme l'a dit mon ami, il y a la situation qui fait que on ne pourra pas revenir véritablement au point zéro par rapport au prix. Ce n'est pas possible. Au point initial, ça serait difficile. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le ciment a commencé par devenir un nez de la figure. Le gouvernement a quand même et n'oubliez pas, fixé également les prix à ce niveau. Il a fixé, c'est vrai. Allez maintenant après à Malanville, dans le nord, profond là-bas, demandez à acheter du ciment. Dites-moi si c'est au même prix que ça se vend. Le prix est fixé en fonction du transport. Justement, alors, est-ce que le Béninois du Nord n'est pas Béninois? Il est Nigérien? Il n'est pas un Burkinabé. Et le Bénin est un et indivisible. C'est même dans la Constitution. Alors, que faut-il par exemple faire en la matière? Faut-il que le même Béninois, est-ce que le salaire qu'on paye aux gens de la ville haute là est supérieur ou inférieur à ce que nous gagnons ici à Cotonou? Non. Et le Béninois lambda, qu'il soit au nord ou au sud, veut construire une maison. Il faut qu'il dise le contraire. Alors, je paye ça peut-être ici à 74 000 francs, là-bas il paye ça à 120 125 000 francs. Et il est le même Béninois que nous. Alors, si on veut démissionner alors, on s'en que dans ceux de nous, alors on veut les vendre aux Nigériens ou bien au Burkinabé. Alors, est-ce qu'on ne peut pas penser, j'ai entendu qu'on veut, il y a l'idée de créer une cimenterie. Pourquoi pas dans le Nord? Comme ça, on ne parlera plus de transport. Le prix sera alors fixé en conséquence. C'est-à-dire que le Béninois au sud ou au nord pourra acheter ça au même prix. C'est une idée. On crée la nouvelle qui s'annonce là-bas pour pouvoir aider. Parce que le Bénin est un et indivisible. Alors, vous parlez tout à l'heure des salaires, par exemple. Voilà. Les salaires, comme annoncé depuis décembre, vous avez dit, bon voilà, ouvre le soulagement, on a dit bientôt on va vous monter vos salaires. Je l'avais dit ici il y a quelques semaines que pour que ce soit réellement profitable, il faut que ce soit sur le point indiciaire d'abord et que ce soit vraiment substantiel. Et que ce soit fait aussi dans le temps. Parce que comme elle l'a dit, sans avoir monté le salaire, sans avoir augmenté le salaire comme prévu, on a déjà mis les impôts sur le salaire et beaucoup de salaires ont baissé.
Imaginez que ce que je payais à 10 francs est passé à 150 francs et que mon salaire qui était peut-être à 100 francs est passé maintenant à 75 francs. Ça asphyxie. Le problème n'est pas totalement résolu. Et jusqu'à aujourd'hui, le 10 passé, il y a eu une rencontre de nos confédéraux avec le gouvernement. Et je vous dis, ma foi, à l'annonce de cette rencontre, on s'est dit, ouf, c'est pour... Ça serait une bonne nouvelle. On était là tout de suite. On écoutait quand c'était la désolation. On était déçus. Ce n'était que pour informer que la commission est en train de travailler. On a encore patienté. Alors, jusqu'à quand on patienté, on ne sait pas. Il a dit ici que une chose de dire, entre le dire et le faire, il y a un très grand fossé. Sinon, tel qu'annoncé en décembre, ou bien en décembre passé, déjà c'est comme s'il y a un coup de tour de magie déjà comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, on a déjà l'augmentation. Et tout le monde déjà les yeux braqués sur le travail. Ah, bientôt vous serez à votre aise. Et voilà, on a annoncé que jusqu'aujourd'hui, nous sommes à fin mars. On est encore sur de rien. On va encore de patienter. Les SG sont partis et sont revenus réduits, sinon déçus. Alors, que par exemple, cette augmentation annoncée soit faite. Et comme on l'a dit ici, que ça atteigne le SMIC pour que ce soit au privé ou au public. Le Béninois étant un, je l'ai dit, le Bénin étant un, le Béninois étant alors les mêmes que ce qui a été fait pour les gens au privé, au public, monsieur, qu'il y a aussi le SMIC augmenté pour que les gens au privé puissent eux aussi se retrouver. Parce que je paye le maïs au même prix que le travail au privé. Je paye du carburant au même. Et puis, il y a aussi une chose à faire. On parle de suivi, mais il faut aussi qu'on évite de faire des genres de discrimination bizarre. Quelle discrimination? Hier soir, j'étais à bord de la Prado d'un ami, on était allé à la station Pays du Gasoil. Hier soir seulement. On dit qu'il n'y en a pas. Nous avons tourné juste un peu, et il a garé juste pas loin, hein, à côté là, pour te prendre un appel. Quand les camions, enfin, c'est pas camions, qui sont sur les chantiers de route et autres là. Un camion est arrivé comme ça, là, c'est la série du gasoil. Ouais, devant nous, à nos yeux, surtout comme ça. Alors, la priorité, quelle priorité? Ils sont en train de construire des routes, donc il faut également une priorité. Alors, ils construisent des routes, nous garons nos voitures, on passait, c'est quoi les routes qu'on construit. Vous voyez, ça fait une discrimination. Nous n'avons pas pu payer du gasoil hier. Mon ami était tout triste, il dit, ben, ouf, que faire? Parce que dans la semaine prochaine, même le coup, ça fait, il me faut banalement 64 20 litres dans mon véhicule, et on va me dire qu'il n'y en a pas. Et devant moi, je suis encore là, on sait l'autre. J'ai encore entendu même que, par rapport au ciment, il y a un système, c'est-à-dire, comme il y a les chantiers en cours de construction et autres, comme on l'avait dit, on priorise. Et cette priorité qu'on accorde au chantier, le lambda ne trouve pas du ciment. C'est-à-dire, le ciment est là, mais on répartit pour les chantiers. Et donc, ceux qui sont à haut niveau donné, et ils ont le gros lot. Et si vous tenez à en avoir, vous, lambda, vous n'avez qu'à négocier avec eux. Et à quel prix? Allez voir. Est-ce que dans cette priorité, on ne peut pas aussi insérer le Béninois au quotidien en général pour dire, tant il est important de construire les voies, tant il est aussi pour que les gens puissent d'abord vivre pour passer sur les voies. Qu'ils aient en soi envie pour pouvoir utiliser les infrastructures qu'on construit. Sinon, si par exemple, je peux pas dire qu'hier, il avait peut-être pris les états déjà à zéro de gasoil dans son réservoir, il les garé là, on va continuer à pied pour aller à la maison. Vous voyez un peu? Alors, quel bien a-t-on fait à ce citoyen-là en l'empêchant de bouger, à ses activités, de revenir? Parce que s'il le fait, il est à son aise. Sa famille l'est, tout son entourage l'est, le pays l'est, évidemment. Mais quand par exemple on bloque son mouvement, il va aller au boulot comment? Et vous voulez le développement, c'est pour quand? C'est ça. Monsieur Akambessi, c'est vrai, dans votre analyse, vous avez essayé d'apprécier, vous avez également proposé des solutions. On a parlé de suivi, on a parlé également, vous avez proposé également la solidarité, vous avez développé. Nous allons essayer de quitter un peu sur ce volet et rester toujours avec le social et parler de l'épineuse question par rapport au GSM. Vous savez, au-delà des prix de produits de première nécessité, des ciments et autres, il y a cette question des GSM liée au coût de communication aujourd'hui qui fait énormément débat. Depuis longtemps, on vous a suivi dans cette lutte-là.
à cette étape où nous sommes, c'est vrai que le gouvernement, la fois dernière, il y a un opérateur GSM qui a commencé par tasser les frais, enfin les transferts chez les Béninois, et aussitôt a été rappelé. Ça fait partie également de vos luttes. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Depuis un certain moment, les Béninois crient également à ce niveau-là. Ben, c'est malheureusement un secteur qui est censé apporter le développement, mais qui aujourd'hui est un secteur qui ruine plus les Béninois. Que les autres secteurs. Oui. Vous affirmez ça comme ça? Oui, mais attendez, c'est un débat que nous faisons avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest tous les jours. À chaque fois que nous nous retrouvons à une séance avec eux, on ressort cette épineuse question. Parce que, vous savez, ça a deux branches. Il y a les communications électroniques pures et dures, c'est-à-dire téléphonie mobile, Internet et autres. Mais il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les fintech. Tout ce qui est structure en PME, qui innove en proposant des services financiers digitalisés ou numériques et qui permet aujourd'hui de redynamiser donc l'économie il faut de la planète. Nécessairement solliciter la prestation des opérateurs de téléphonie mobile. Alors, lorsque vous prenez ces émetteurs de monnaie électronique aujourd'hui au Bénin, ils ne sont que deux. Et ils ont un marché tranquille à eux où ils font des chiffres d'affaires de plusieurs milliers de milliards. Même les banques sont jalouses aujourd'hui de ces opérateurs. En fait, c'est des émetteurs de monnaie électronique. Et donc, aujourd'hui, la plupart des transactions grâce aux communications électroniques ne passent plus pas forcément avec également par rapport aux banques aujourd'hui. Mais c'est pas eux. Alors, lorsqu'un opérateur, un émetteur de monnaie électronique peut se lever, alors que vous avez des codes d'accès à vos comptes mobile money et qui rentrent dans vos comptes, qui ramassent vos sous, et que depuis ce 20 août 2020, à la date actuelle, ni la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ni le ministère de l'économie et des finances, ni l'ASEC Bénin, ni le gouvernement globalement n'a pris une décision pour sanctionner cet opérateur, CTME, pour dire mais attends, nous sommes quand même dans notre pays. Tu ne peux pas te lever et rentrer dans le compte des gens et ramasser leurs fonds. C'est un peu comme si, imaginez ce scénario catastrophe où les banques, bon, elles ont leur stratégie pour nous faire subir autrement, mais que des pour banques nous prélever rentrent dans vos comptes épargne et ramasser. Vos sous. Mais je dis que chacun visualise le scénario catastrophe de la réaction que les gens auront. Et on laisse faire. Pour nous, ça nous inquiète. Parce que nous sommes à une ère où on parle d'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie de la population qui ne maîtrise pas encore les outils financiers, qui n'ont pas de l'éducation financière, qui ne font pas d'épargne dans les institutions, banques, établissements financiers et autres. Et donc, on veut travailler cette couche-là à pouvoir venir dans le système financier pour qu'un jour, lorsqu'ils auront besoin de prêts, on puisse leur faire des prêts. Mais lorsque vous mettez en insécurité les ressources financières des gens, vous croyez que moi, en tant qu'association de consommateurs, je vais venir dire à un consommateur, va épargner ton argent chez NEM? Bien au contraire, je ferai la campagne inverse. Tout à fait. Pour dire, tant que le gouvernement, tant que la BCEAO ne nous aura pas garanti que nos fonds sont en sécurité, eh bien, si vous prenez le risque, parce que ça me rappelle quelque chose. Quand les gens s'amusaient avec la vente illusoire des services de ICC, je suis passé par plusieurs endroits où les gens faisaient à l'époque. Et je leur disais, ne mettez pas vos sous. N'y mettez pas vos sous. Ça va partir en fumée. Ceux qui m'ont écouté ont été chanceux.
ceux qui sont allés vendre leur maison pour se retrouver aujourd'hui à rien. Vous savez, même dans ma propre famille, on l'a fait. C'est-à-dire, pendant que je décommandais, on s'est caché. On dit, Pour le faire. Il ne faut pas que Robin apprenne. Il ne faut pas que Robin apprenne. C'est après, quand ça a éclaté, que vous l'aviez appris. donc, c'est pour dire, lorsque ça se passe comme ça, bon, nous, on va se dire, on a pris le temps d'avertir parce que, malheureusement, le seul pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est d'informer. Nous n'avons pas le pouvoir régalien. Donc, c'est vous donner les outils intelligibles que vous pouvez utiliser pour vous tirer d'affaire. Mais comment se fait-il que le gouvernement, qui est l'exécutif, Oui. qui a le pouvoir régalien pour pouvoir sanctionner, Oui. comment se fait-il qu'on note un silence radio en quelque sorte? Parfois même, Silence de cimetière. parfois même la population incrimine le gouvernement en disant que ce gouvernement, avec l'opérateur GSM, qu'ils sont complices. Comment se fait-il ce silence cimetière, comme vous venez de le dire? Qu'est-ce qui Vous se passe savez, réellement? La complicité, ça a deux niveaux. Il y a la complicité active et la complicité passive. Dans l'un ou l'autre des deux cas, Ça n'arrange pas la ça population. n'arrange pas ni la population, ni celui qui a été silencieux lui-même. Parce que si c'est un silence, si c'est une culpabilité passive, c'est que vous avez vu et vous n'avez rien fait. La population peut interpréter cela comme une action dolosive. C'est-à-dire, vous faites du mal exprès. Vous faites du mal parce que vous voulez torturer les gens. Si c'est actif, ça veut dire qu'un jour, vous voyez, il y a des gens qui ont commis des actes de par le passé, qui les rattrapent aujourd'hui. Ils n'ont jamais pensé qu'un régime président pourrait venir et les faire rendre gauche comme ça. Donc les gens continuent. Personne ne maîtrise la nature. Personne. Personne ne sait par quelle alchimie les choses changent. Personne. Dieu seul en a le secret. Et donc chacun devrait savoir raison garder par rapport à tout ce qui détruit un peuple. Par rapport à tout ce qui détruit des ménages. Vous savez, excusez-moi, c'est des réalités. Il ne faut pas en faire un sujet tabou. Lorsqu'une femme est chez vous, sous votre toit, sous votre responsabilité, et que vous n'arrivez plus à satisfaire ses attentes, sous toutes ses formes, et en particulier sur le plan matériel, ne soyez pas surpris qu'un jour, elle vous dise que ce n'était pas pour le pire. Même si au mariage, oui, parce qu'en fait, et c'est normal hein, que personne ne vous dise qu'elle n'a pas le droit. Personne n'est tenu de subir la douleur jusqu'à l'impossible. Personne n'est tenu. Si vous sentez que la douleur arrive à un certain niveau donné, réfléchissez, trouvez la formule pour vous extirper de cette douleur. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution ensemble. Et donc, moi je pense que tout ce que ces opérateurs font, ils ne rendent pas service à ce peuple-là. Vous savez, nous sommes dans une situation aujourd'hui de crise exceptionnelle où ces opérateurs peuvent faciliter la vie aux populations en aidant à travers la solidarité pour soulager les ménages. Mais vous ne verrez pas de ces initiatives de leur part. Ils mobilisent des ressources, c'est pour eux, pour leurs copains. Ils se la coulent douce et nous, on continue de subir. Mais c'est les populations même, c'est nous les consommateurs même, qui ne voulons pas prendre conscience que c'est nous le pouvoir. Ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est nous. Le peuple, c'est nous les consommateurs qui sommes le pouvoir. On a tenté plusieurs fois de boycotter certaines prestations, mais ça n'a pas abouti. Non. Certains diront que qu'ils vivent de ça et que ça leur serait difficile de ne pas être connectés, par exemple, toute une journée. Non. En 2017 ou 2018, on a réussi un boycott retentissant. Même les métiers ont déposé leur portable. Ça a marqué les opérateurs. Ils sont allés voir sur leur dashboard. Ça a préoccupé. Et à l'époque, si vous avez bien suivi,
ils ont baissé les coûts des services drastiquement. C'est après ça que, bon, nous avons connu Touche pas mon mot. Mais ça veut dire que nous pouvons impacter. Ce que les populations ne comprennent pas, c'est un peu comme le principe du carême. Il arrive des moments où on se dit, je baisse mon niveau de consommation, mon ardeur à la consommation, mon avidité pour les biens. Mais pour cause, je veux un résultat. Et c'est ça souvent ce qui est difficile pour les humains. On veut des résultats, mais on ne veut pas faire les efforts conséquents. On ne veut pas produire les actions ou la série d'actions qui va nous permettre d'atteindre le résultat. Mais qui peut se lever et vouloir devenir riche, mais qui ne fait aucune activité qui lui permettra de gagner des revenus? Ce n'est pas possible. De la même manière, nous sommes face à des gens qui nous fournissent des services, mais qui deviennent riches parce que nous on paye. Donc, qui n'auront rien si nous ne payons rien. Mais nous savons très bien que nous aurons besoin de services, mais le fait de dire simplement, bon, nous allons vous donner une leçon. La leçon, c'est que pendant quelques heures, nous refusons de consommer. Je vous dis même par rapport à l'électricité. Le jour où les populations voudront dire à l'État, bon, nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Trouver une autre formule pour payer, pour subventionner. Et tu vois, pour les populations, un jour, le soir, à partir de 15 heures, tout le monde coupe son compteur. On disjoncte les compteurs. Et on reste dans l'obscurité pendant toute une journée. Le lendemain, la presse relève bien sur les réseaux. À l'international, tout le monde voit que le Bénin est resté dans la nuit parce que les populations ont dit qu'elles sont fatiguées de payer l'électricité chère. Mais vous savez, il y a des choses que les populations ne comprennent pas. Qui crée la richesse dans le pays? Ce n'est pas un individu. C'est les consommateurs. C'est les populations béninoises. Et vous savez le principe, lorsque vous créez de la richesse, faites-en profiter les autres. Il n'est pas de bonheur dont vous puissiez jouir tout seul. Ce n'est pas possible. Le bonheur est la seule chose qui se partage, qui se multiplie lorsqu'on la partage. Donc, on doit aller dans cette logique. Et pour l'obtenir, les populations n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'ils ont fait la dernière fois. De boycotter notamment, il faut appeler les choses par leur nom. Oui, on a touché au coût des frais de service de retrait et de cela. Les réseaux sociaux, ça a flambé. Nous, on a pris d'assaut les médias, la presse a communiqué convenablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont reboussé chemin, non? On a réclamé par rapport à la cherté de la vie. On a dit que ce n'est plus supportable. Le gouvernement a réagi. Vous savez, nous, c'est un préfet paix à son âme, à Ouya, qui nous avait appris ça lorsqu'on était venu en 6e, dans les années 83. On venait à peine de couper les secours. Et nous avions enclenché un mouvement. Et c'était les préfets militaires. Il vient au drapeau, contrairement à ce que pensait le procureur, qui pensait qu'il allait nous moraliser. Mais c'est le préfet qui vient nous dire, les jeunes, sachez que tout ce qu'on obtient dans la vie, c'est en se battant. Vous n'aurez rien qu'on va vous donner sur un plateau d'or quand vous dormirez. Et il est parti. Et ça vous a ouvert les yeux? Oui, depuis ce moment, ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris que la vie, c'est comme ça. Vous vous battez pour avoir ce que vous voulez. Personne ne vous donnera gratuitement. Donc, si les populations pensent que les associations de consommateurs peuvent faire de la magie, trouver les ressources pour aller faire le travail, c'est faux. Ce n'est pas possible. Et il n'y a pas meilleure personne pour financer les associations de consommateurs que les consommateurs eux-mêmes. Même si c'est 25 francs que vous nous donnez, 100 francs que vous nous donnez, vous allez nous donner les moyens. Parce que je vais vous dire, le dernier témoignage que j'ai eu, un personnel du ministère du Commerce, pas des moindres, quelqu'un qui oriente les décideurs, qui nous dit à un collègue et moi, l'État ne vous donnera pas les moyens pour mener vos actions. Vous allez dire, ah bon? Mais l'État finance les syndicats. Bon, l'État fait des appuis aux syndicats. L'État fait des appuis aux partis politiques. Ceux-là, ça veut dire qu'ils travaillent plus que nous. Et nous, on ne fait rien. Mais lorsqu'il y a problème, tout le monde dit où sont passées les associations de consommateurs. Les associations. On nous indexe, on nous traite de tous les mots. Bon, on est habitué, c'est notre sacerdoce. Mais quand on a de ces genres de personnes
qui peut dire aux décideurs, si vous donnez les moyens à ces associations de consommateurs, elles vont nous empêcher de tourner en rond. Vous comprenez que personne n'a intérêt. Ce n'est pas l'opérateur économique contre qui nous luttons qui va nous donner les moyens. Il y en a qui disent, ah, les opérateurs de téléphonie mobile leur donnent l'argent. Je dis d'accord. Je vous attaque en tant qu'entreprise pendant 12-13 ans. Et vous allez continuer à me donner les moyens tout le temps. Même si je te donne pendant 2 ans, 3 ans, je ne te donnerai plus. Tout à fait. Monsieur Akombassi, vous avez fait un long développement, on vous a compris. Monsieur Richard Dora, vous êtes syndicaliste également, les travailleurs, puisque vous aussi vous consommez ces prestations-là, qu'est-ce que vous proposez? Ou du moins, est-ce que vous partagez les avis du président Akombassi, président de l'association La Voix des consommateurs? Le président a tout dit. C'est-à-dire, il faut savoir dire non. C'est vrai, ça peut faire souffrir un peu, mais si ça peut régler le problème, le boycott est mieux. Imaginez, vous faites par exemple un forfait de 500 et de 1000 francs. Et juste, vous ouvrez 1-2 pages, vous recevez un message, c'est déjà terminé. Vous faites un forfait de 1000 francs dans votre portable. Après la touche de votre téléphone, on vous dit qu'il est déjà à 50% de consommation. Quand même, c'est exagéré. Et comme il a dit, on ne peut pas vendre de l'air et ils vendent de l'air en fait. Ils vendent de l'air, c'est l'air qu'ils vendent. Maison, c'est de l'air. On communique. On ne peut pas vendre de l'air et il me dit qu'on a eu faillite. Et est-ce que vous croyez que c'est vraiment du néant que les réseaux montent les coûts comme ça? Je ne suis pas sûr. Je ne vais accuser personne, je ne pointe mon doigt que je suis personne, mais je me dis, il y a anguille sous roche. Comment ça? Donc, du néant, on se lève pour dire, bon, écoutez, Momo qui était à 100 francs, passer à 117 francs, c'est du néant, on passe C'est pour peut-être améliorer leur chiffre d'affaires qu'ils le font. Alors, et à quel intérêt pour nous, consommateurs? Vous améliorez votre chiffre d'affaires et ça nous donne quoi comme intérêt, nous, consommateurs? Et en général, le pays. Rien. Et donc, il est important, s'il faut, au grand mot du temps, les grands remèdes. Tout à fait. Donc, boycotter pour pouvoir réaliser et pour pouvoir ramener ces entreprises dans les normes. Je suis d'accord avec. Merci beaucoup, monsieur Richard Dora. Oui, allez-y, votre mot de fin en même temps. Si les syndicalistes et les associations de consommateurs se mettent ensemble, je vous garantis que ce peuple sera délivré. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez l'opportunité de le faire. De par le passé, il y a eu des couacs, mais on va corriger ça. D'accord, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. La population a besoin de ça. La société civile aujourd'hui repose beaucoup plus sur l'association des consommateurs parce que nous consommons beaucoup, également des syndicalistes parce qu'ils sont des travailleurs pour revendiquer. Alors sur la question, surtout en ce qui concerne les opérateurs GSM, je vous garantis un autre plateau spécial pour vous inviter pour développer de long en large parce que c'est une grande interrogation aujourd'hui à laquelle beaucoup de Béninois essaient de comprendre parce qu'on n'arrive pas à comprendre du jour au lendemain. On fixe des prix, tantôt ceci, tantôt cela. Et tout ça, malgré cela, on continue de consommer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les stratégies qu'il faut adapter aujourd'hui? Quelle est la politique à mener? Parce qu'on ne peut plus peut-être espérer trop l'État en matière de cette lutte-là. Donc, on va encore organiser un autre plateau pour vous inviter particulièrement à développer de long en large sur cette question-là. Merci à vous, monsieur Robin Akombassi. Vous êtes président de l'association La Voix des consommateurs. Monsieur Richard Dora, syndicaliste, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants secondaires de la formation technique et professionnelle, section littoral. Merci à vous et bon retour chez vous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt.